s'inspirer des croyances des gagnants. Pour enrichir sa vie, il faut modeler sa vie sur celle des gens qui ont déjà réussi. C'est efficace, agréable et ces gens sont accessibles partout autour de vous. Il s'agit simplement de les interroger. Qu'est-ce qui, à votre avis, vous distingue des autres? Quelles sont les croyances qui font de vous un être différent? Il y a des années, j'ai lu un livre intitulé « Rencontre avec des hommes remarquables » et je fis de ce titre un des thèmes destinés à influencer ma vie. Depuis, je suis devenu un chasseur d'excellence qui recherche constamment les meneurs, hommes ou femmes, de notre culture, afin de mettre à jour leurs croyances, leurs valeurs et leurs stratégies en matière de réussite. Il y a 2 ans, j'ai lancé Power Talk, une émission de radio mensuelle au cours de laquelle je pose des questions à ces géants. En fait, bon nombre de résolutions clés que je partage avec vous dans ce livre sont le fruit des interviews que j'ai réalisées avec certaines de ces personnes, qui sont les chefs de file et chacun dans leur domaine. En m'engageant à partager chaque mois avec vous ces interviews, mes plus récentes découvertes, ainsi qu'un résumé d'un best-seller national, j'ai établi un programme cohérent qui vise non seulement à stimuler les autres, mais à me permettre aussi de m'améliorer constamment. Il me fera plaisir de vous aider dans le cadre de ce programme, à prendre modèle sur des gens qui ont réussi, mais rappelez-vous que je ne suis pas le seul qui puisse vous aider. Vous côtoyez chaque jour les modèles dont vous avez besoin. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Bouddha. Depuis près d'une décennie déjà, j'explique, dans le cadre de mes séminaires sur la santé, Living Health, le lien direct qui existe entre le pourcentage élevé de protéines animales présentes dans notre alimentation et le taux très élevé de décès par maladie cardiaque et par cancer. Les 2 plus grandes causes de décès aux États-Unis. Ce faisant, j'ai contredit l'un des systèmes de croyance qui a le plus influencé l'avenir de notre santé au cours des 35 dernières années. C'est le programme des 4 groupes alimentaires de base, qui prône la consommation quotidienne de généreuses portions de viande, de volaille ou de poisson. Or, aujourd'hui, les scientifiques ont établi sans l'ombre d'un doute qu'il existe un lien direct entre la consommation de protéines animales et les maladies cardiaques ou le cancer. En fait, le Physicians Committee for Responsible Medicine, comité de médecins pour une médecine responsable, qui compte 3000 membres, a demandé au ministère de l'Agriculture américain de retirer la viande, le poisson, la volaille, les œufs et les produits laitiers de la diète quotidienne recommandée. Le gouvernement lui-même songe à remplacer les 4 groupes de base par un groupe de 6 éléments en réduisant la viande, la volaille et le poisson à une part infime. Cette modification importante des croyances a suscité un tollé dans de nombreux milieux. Pour ma part, je pense que cela est conforme au schéma que l'on trouve dans toute notre histoire et dans notre culture. Comme l'affirmait le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, toute vérité doit franchir 3 étapes avant d'être acceptée. Premièrement, elle est tournée en ridicule. Deuxièmement, elle suscite une violente opposition. Enfin, elle est acceptée comme allant de soi. Autrefois, ces idées étaient considérées comme ridicules. Aujourd'hui, elles suscitent une violente opposition. Demain, elles finiront par être acceptées, mais pas avant qu'un grand nombre encore de personnes tombent malades ou même meurent à cause de leurs croyances limitatives sur le fait que leur corps aurait besoin d'ingérer des quantités élevées de protéines animales. Dans le domaine des affaires également, nous avons adopté un ensemble de fausses croyances qui nous mènent à la frustration dans le domaine économique et, de l'avis de certains, peut-être au désastre. Presque tous les secteurs de notre économie sont en difficulté. Pourquoi ? Un article du magazine Forbes de mars 1991 m'a fourni un indice à ce sujet. Cet article décrivait 2 voitures, la Laser de Chrysler Plymouth et l'Eclipse de Mitsubishi, et soulignait que, pour une même période, Chrysler avait enregistré seulement 13 ventes en moyenne par concessionnaire, tandis que Mitsubishi en effectuait plus de 100. Vous me direz, et puis après ? Tout le monde sait que les voitures japonaises se vendent mieux que les voitures américaines. Mais ce qui est particulier chez ces 2 voitures, c'est qu'elles sont en tout point semblables, car les 2 compagnies se sont associées pour les fabriquer. La Laser et l'Eclipse ne diffèrent que par leur nom et leur fabricant. Comment est-ce possible ? Comme vous l'avez peut-être deviné, les recherches sur la cause de l'écart entre les ventes de voitures japonaises et américaines ont montré que les consommateurs préfèrent acheter les premières parce qu'ils leur attribuent une meilleure qualité. Or, dans ce cas-ci, cette croyance est fausse. En effet, la voiture américaine est de même qualité puisque c'est la même voiture. Pourquoi les consommateurs croient-ils cela ? Manifestement parce que les Japonais se sont bâtis une réputation de qualité et nous ont fourni de nombreuses références pour l'étayer, à un point tel que nous ne mettons plus en doute sa validité. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que la décision des Japonais d'améliorer la qualité de leurs produits a été, en fait,
importé des États-Unis par W. Edwards Deming. En 1950, ce célèbre expert du contrôle de la qualité fut emmené au Japon par le général MacArthur, mécontent de ne pouvoir même faire un appel téléphonique dans les installations industrielles japonaises ravagées par la guerre. À la demande du syndicat japonais des scientifiques et des ingénieurs, Deming entreprit de donner aux Japonais une formation sur la gestion de la qualité totale. Vous devez certainement penser à la qualité d'un produit, n'est-ce pas? Or, vous avez tort. Deming enseignait aux Japonais les 14 principes et la croyance de base qui sont les fondements de presque toutes les décisions prises dans toutes les multinationales prospères au Japon de nos jours. Cette croyance de base est la suivante. Ils s'engageaient à améliorer de façon systématique et quotidienne la qualité de leurs produits à tous les niveaux de l'organisation. Les Japonais pourraient dominer tous les marchés dans le monde. Deming leur montra que la qualité ne dépendait pas uniquement du respect d'une norme donnée, mais bien d'un processus sans cesse changeant d'amélioration constante. Si les Japonais mettaient ces principes en pratique, Deming leur promit qu'en moins de 5 ans, ils inonderaient le monde de produits de qualité et qu'en moins d'1 ou 2 décennies, ils deviendraient l'un des plus importants pôles économiques de la planète. Beaucoup jugèrent les propos de Deming insensés, mais les Japonais les prirent au pied de la lettre et, aujourd'hui, Deming est considéré comme le père du miracle japonais. En fait, chaque année depuis 1950, le plus grand honneur que peut mériter une compagnie japonaise est de recevoir le National Deming Prize. Cette récompense, décernée devant les caméras de la télévision nationale, vise à honorer la compagnie japonaise ayant eu la plus forte hausse de la qualité, tant de ses produits, de ses services et de sa gestion que de la collaboration de ses employés. En 1983, la compagnie Ford Motor engagea Deming pour donner une série de séminaires sur la gestion. L'un des participants était Donald Peterson, qui deviendra plus tard président de la firme Ford et appliquera les principes de Deming à tous les échelons de la compagnie. Peterson déclara que la compagnie avait besoin de cet homme pour redorer son blason. À l'époque, Ford perdait des milliards de dollars chaque année. Une fois en place, Deming remplaça la croyance occidentale traditionnelle de ses dirigeants, que l'on peut résumer par la question « Comment pouvons-nous augmenter nos ventes tout en réduisant nos coûts ?» par « Comment pouvons-nous améliorer la qualité de nos produits sans augmenter nos coûts à long terme ?» L'entreprise changea alors ses objectifs, afin de faire de la qualité la principale de ses priorités, comme le reflétait son slogan publicitaire « La qualité passe avant tout ». Grâce au principe de Deming, elle passa en 3 ans d'une situation déficitaire à une position dominante au sein de l'industrie, en ayant fait des profits de l'ordre de 6 milliards de dollars. Comment a-t-elle fait? Elle a découvert que la façon dont les Américains percevaient la qualité des produits japonais, si frustrante soit-elle, pouvait être très instructive. Ainsi, Ford signa un contrat avec une firme japonaise pour qu'elle fabrique la moitié des transmissions de l'un de ses modèles de voitures afin de pouvoir maintenir le volume de production. Puis, elle découvrit que les consommateurs américains exigeaient des transmissions japonaises et qu'ils étaient même prêts à attendre et à payer plus cher pour ces transmissions. Cette attitude contraria un grand nombre de dirigeants de Ford, dont la première réaction fut « Ma foi, c'est simplement une fausse croyance des gens de notre culture. Ils sont conditionnés à réagir de cette façon. » Toutefois, sous la surveillance de Deming, on vérifia les transmissions Ford qui se révélèrent plus bruyantes et se brisèrent plus souvent que les transmissions japonaises, qui ne présentaient pratiquement ni problème, ni vibration, ni bruit. Deming enseignait au personnel de Ford que la qualité coûtait toujours moins cher, ce qui allait à l'encontre de ce que la plupart des gens croyaient, c'est-à-dire que l'on ne pouvait atteindre qu'un certain niveau de qualité avant que les coûts ne fassent une escalade. Quand les experts démontèrent les transmissions Ford pour en évaluer toutes les pièces, ils constatèrent que toutes, sans exception, répondaient aux normes du manuel Ford. Ces normes étaient aussi les mêmes que celles imposées aux Japonais. Or, un examen des transmissions japonaises ne révéla pratiquement aucune différence mesurable entre elles. En fait, il fallut les apporter dans un laboratoire et les inspecter au microscope pour détecter des différences. Pourquoi la firme japonaise s'imposait-elle des normes de qualité plus élevées que celles stipulées par son contrat? Les Japonais croyaient que la qualité était moins coûteuse, que s'ils fabriquaient un produit de qualité, ils auraient non seulement des clients satisfaits, mais aussi des clients fidèles qui seraient prêts à attendre et à payer leurs produits plus chers. Ils agissaient selon la même croyance fondamentale qui les avait conduits au sommet des marchés mondiaux, s'engager à améliorer constamment leurs produits ainsi que la qualité de vie de leur clientèle. Cette croyance est une exportation américaine que nous devrions peut-être rapatrier afin de modifier l'orientation future de notre économie. Une croyance néfaste qui pourrait bien détruire notre force économique en tant que pays est ce que Deming appelle
la gestion par les chiffres réels. Cette gestion s'appuie sur la croyance répandue au sein des entreprises que les profits proviennent d'une réduction des coûts et d'une augmentation des revenus. Un exemple de cette situation se produisit quand une mévente frappa toute l'industrie automobile. Lynn Townsend assumait à cette époque la direction de la firme Chrysler. Townsend tenta immédiatement d'augmenter les revenus, mais surtout, il essaya de réduire les coûts. Comment? Il renvoya les 2/3 des ingénieurs. À court terme, il semblait avoir pris une décision judicieuse. Les profits grimpèrent en flèche et on traita Townsend en héros. Mais après quelques années, Chrysler connut de nouvelles difficultés financières. Que s'était-il passé? Certes, de nombreux facteurs entraient en jeu. Mais, à long terme, les décisions de Townsend ont peut-être détruit les éléments de qualité sur lesquels reposait la réussite de l'entreprise. Souvent, les personnes qui nuisent aux entreprises sont récompensées car elles obtiennent des résultats positifs à court terme. Parfois, il nous arrive de traiter les symptômes d'un problème tout en continuant d'en alimenter la cause. Il faut être prudent quand on interprète des résultats. Au contraire, l'un des facteurs qui a le plus contribué à sortir la firme Ford de son marasme a été son équipe de concepteurs, qui conçut une nouvelle voiture appelée Taurus. La qualité de cette voiture lança un nouvel idéal pour Ford et les consommateurs lui firent honneur. Quelles leçons pouvons-nous tirer de tout cela? Nos croyances en affaires et dans la vie gouvernent toutes nos décisions et, par conséquent, notre avenir. L'une des croyances globales les plus importantes que nous pouvons adopter veut que pour réussir et être heureux, nous devions améliorer constamment la qualité de notre vie et continuer de grandir et de prendre de l'expansion. Les Japonais comprennent très bien ce principe. En fait, au Japon, il existe un terme qui, sous l'influence de Deming, revient sans cesse dans le langage, tant dans le domaine des affaires que dans celui des relations. C'est le terme Kaizen. Ce mot signifie littéralement « amélioration constante » et les Japonais en émaillent leur langage. Ils parlent souvent du Kaizen de leur déficit commercial, du Kaizen de leur chaîne de fabrication, du Kaizen de leurs relations personnelles. Ainsi, ils cherchent constamment des façons de s'améliorer. De plus, le Kaizen est fondé sur le principe de l'amélioration progressive, des améliorations simples. Mais les Japonais saisissent que de minuscules progrès apportés quotidiennement produisent en fin de compte des améliorations globales d'une qualité telle que la plupart des gens n'oseraient même pas l'imaginer. Les Japonais ont un dicton qui dit que « si vous n'avez pas vu un homme pendant 3 jours, vous devriez l'observer de très près pour voir quels changements se sont produits en lui. » Ce qui est surprenant, mais qui n'a rien d'étonnant, c'est que le terme Kaizen n'a pas d'équivalent dans notre langue. Plus je constate l'influence du Kaizen dans le milieu japonais des affaires, plus je comprends que c'est un principe directeur qui a eu une énorme influence sur ma propre vie. Ma détermination à m'améliorer constamment, à élever sans cesse mon idéal de vie est l'élément qui m'a rendu heureux et qui m'a permis de réussir. J'ai compris que nous avions tous besoin d'un mot pour polariser toutes nos énergies sur l'amélioration constante. Quand nous inventons un mot, nous lui prêtons une signification codée et créons une manière de penser. Les mots que nous employons constamment forment le tissu de notre pensée et influencent même nos décisions. Ayant compris cela, je fabriquai dans un vocable mnémotechnique simple, Kani, formé des 4 premières lettres des mots Constant and Never-Ending Improvement, amélioration constante et sans fin. Je crois que le degré de succès dans notre vie est directement proportionnel à notre engagement envers Kani, envers une amélioration constante et sans fin. Le principe Kani ne se rapporte pas seulement aux affaires, mais concerne tous les aspects de notre vie. Les Japonais parlent souvent de la gestion de la qualité à l'échelle de l'entreprise. Je crois que nous devons tendre toute notre énergie vers Kani dans nos affaires, nos relations personnelles, nos contacts spirituels, notre santé et nos finances. Comment apporter une amélioration constante et sans fin à chacun de ces domaines? Cela fait de la vie une aventure incroyable dans laquelle nous sommes déjà impatients d'atteindre le prochain niveau. Kani est une véritable discipline qu'on ne peut pratiquer uniquement de temps à autre, seulement quand on en a envie. Elle doit se traduire par un engagement constant, soutenu par des actions. L'essence de Kani est une amélioration progressive, infime même, et continuelle qui, à long terme, finit par produire un chef-d'œuvre aux proportions énormes. Si vous avez déjà visité le Grand Canyon, vous comprendrez ce que je veux dire. Vous êtes le témoin d'une imposante beauté qui est le fruit de changements échelonnés sur des millions d'années, alors que le fleuve Colorado et ses nombreux affluents n'ont cessé de sculpter la roche pour créer l'une des 7 merveilles naturelles du monde. La plupart des gens ne se sentent jamais en sécurité parce qu'ils craignent toujours de perdre ou leur emploi, ou leur argent,
ou leur conjoint, ou leur santé, ou quelque chose d'autre. La seule vraie sécurité dans la vie est de savoir si l'on s'améliore d'une façon ou d'une autre chaque jour que Dieu fait, que l'on change de classe et que l'on est estimé de son employeur, de ses amis et de sa famille. Je ne me soucie pas de préserver la qualité de ma vie, parce que je m'efforce chaque jour de l'améliorer. Je cherche sans cesse à apprendre et à faire des distinctions nouvelles et fortes sur les façons d'améliorer la vie des autres. Cela me rassure sur ma capacité d'apprendre, de me développer et de grandir. Kani ne signifie pas que vous n'affronterez plus jamais de difficultés. En fait, on peut seulement améliorer une chose quand on se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait convenable, qu'elle n'est pas aussi parfaite qu'elle pourrait l'être. Kani vous permet de découvrir les problèmes en puissance et de les résoudre avant qu'ils ne deviennent des tensions. Après tout, le meilleur moment pour tuer un monstre, c'est quand il est petit. En vertu de mon engagement personnel envers Kani, je me pose les questions suivantes à la fin de chacune de mes journées. Qu'ai-je appris aujourd'hui ? Quelle contribution ou quelle amélioration ai-je apportée ? Qu'est-ce que j'ai apprécié ? Si vous améliorez chaque jour votre aptitude à jouir de la vie, celle-ci acquerra un degré de richesse dont la plupart des gens n'osent même pas rêver. Les petites améliorations sont crédibles et, par conséquent, réalisables. Pat Riley, ex-membre des Lakers de Los Angeles, est le meilleur entraîneur de toute l'histoire de la National Basketball Association, NBA. Certains disent qu'il a eu de la chance d'avoir des joueurs aussi talentueux. Il est vrai que ces joueurs étaient incroyables, mais bien des gens ont les ressources nécessaires pour réussir, mais ne réussissent pas toujours. L'aptitude au succès de Pat reposait sur son engagement envers Kani. En fait, il affirma qu'au début de la saison 1986, il se heurtait à un sérieux problème. Un grand nombre de joueurs avaient connu ce qu'ils croyaient être leur meilleure saison l'année précédente, bien qu'ils eussent tout de même perdu contre les Celtics de Boston. Alors qu'il cherchait un programme efficace destiné à inciter ses joueurs à atteindre un niveau d'excellence plus élevé, l'entraîneur opta pour le principe des petites améliorations. Il convainquit ses joueurs que le fait d'améliorer la qualité de leur meilleur jeu d'1% pouvait suffire à changer le résultat de leur jeu toute la saison. Ce pourcentage semblait ridicule, mais si 12 joueurs améliorent chacun d'1% leur aptitude dans 5 aspects différents du jeu, les efforts combinés de l'équipe contribuent à augmenter son efficacité de 60%. Or, une différence globale de 10% permettrait sans doute à l'équipe de remporter le championnat. Le vrai mérite de cette philosophie, cependant, est que chacun la croyait réalisable. Chacun était persuadé de pouvoir améliorer son propre jeu d'au moins 1% sur les 5 aspects principaux du jeu. Et cette certitude, consacrée à la poursuite de leur objectif, incita les joueurs à mobiliser un potentiel encore plus grand. Ainsi, la plupart d'entre eux améliorèrent leur jeu d'au moins 5%, et beaucoup même améliorèrent leur jeu de 50%. Selon Pat Riley, l'année 1987 fut la saison la plus facile que l'équipe ait connue. Kani donne des résultats positifs quand on s'y engage. Rappelez-vous que la clé du succès est d'acquérir un sentiment de certitude, c'est-à-dire cette croyance qui vous permet de grandir et de tenter les actions nécessaires pour améliorer votre vie et celle de votre entourage. Peut-être avez-vous aujourd'hui la certitude que quelque chose est vrai, mais il faut se rappeler que plus les années passent et que nous grandissons, plus nous serons exposés à de nouvelles expériences. Nous pourrions même adopter des croyances encore plus stimulantes, en abandonnant certains éléments dont nous étions certains autrefois. Comprenez que vos croyances peuvent changer à mesure que vous recueillez des références supplémentaires. L'essentiel, aujourd'hui, c'est de savoir si vos croyances actuelles vous inhibent ou vous stimulent. Prenez dès aujourd'hui l'habitude de vous concentrer sur les conséquences de toutes vos croyances. Renforce-t-elle vos fondements en vous poussant à agir dans le sens que vous souhaitez ou vous paralyse-t-elle ? Car le calcul qu'il fait en lui-même, c'est lui. Proverbe 23,7. Nous avons appris de nombreuses choses sur les croyances, mais pour vraiment prendre notre vie en main, nous devons connaître les croyances que nous utilisons déjà pour nous guider. Donc cessez immédiatement toute activité et amusez-vous pendant les 10 prochaines minutes. Commencez à énoncer en vrac toutes les croyances que vous possédez, tant celles qui vous stimulent que celles qui vous inhibent. Comme les petites croyances qui n'ont l'air de rien ou les croyances globales qui semblent faire toute la différence. Assurez-vous de ne pas omettre. Les croyances conditionnelles, comme « si je fais toujours de mon mieux, je réussirai » ou « si je suis vraiment passionné avec cette personne, elle me quittera ». Les croyances globales, comme celles qui concernent les gens sont fondamentalement bons ou les gens sont affreux. Les croyances vous concernent, les croyances vous concernant, les croyances sur la chance, le temps, la pénurie et l'abondance. Notez le plus grand nombre de croyances que vous pouvez imaginer pendant les 10 prochaines minutes. Je vous en prie,
Faites-vous le cadeau de le faire tout de suite. Quand vous aurez terminé, je vous montrerai comment renforcer les croyances qui vous donnent du pouvoir et éliminer celles qui vous paralysent. Faites-le maintenant. Avez-vous pris le temps de rédiger les deux listes, tant celle des croyances dynamisantes que celle des croyances paralysantes? Sinon, faites-le tout de suite. Qu'avez-vous appris en faisant cet exercice? Maintenant, prenez un instant pour passer en revue vos croyances. Maintenant, encerclez les 3 croyances les plus dynamisantes de votre liste. Comment vous stimulent-elles? Comment renforcent-elles votre vie? Songez à leurs effets positifs cumulatifs sur vous. Il y a plusieurs années, j'avais dressé une liste comme celle-là, et elle m'avait paru précieuse parce qu'elle contenait une croyance sous-utilisée. C'était la suivante. Je trouve toujours une façon de renverser la vapeur quand je m'engage à fond. En révisant ma liste, je me suis dit, voici une croyance que je dois renforcer et transformer en conviction. Je suis enchanté de l'avoir fait, car moins d'1 an plus tard, cette conviction fut ma bouée de sauvetage pendant l'une des périodes les plus dures de ma vie, alors que j'avais l'impression que tout s'écroulait autour de moi. Elle a non seulement maintenu mon esprit à flot, mais elle m'a également aidé à relever l'un des défis personnels et professionnels les plus difficiles qu'il m'ait été donné d'affronter. Cette seule croyance, ce seul sentiment de certitude m'a permis de trouver des moyens de rétablir la situation quand tout le monde affirmait que c'était impossible. Non seulement j'ai renversé la situation, mais mes plus grandes difficultés sont devenues mes meilleures occasions. Et vous pouvez faire la même chose. Revoyez votre liste et renforcez votre intensité émotive et votre certitude que ces croyances sont vraies et réelles, afin qu'elles puissent guider vos comportements futurs. Passons maintenant à vos croyances limitatives. En les relisant, établissez les conséquences qu'elles ont pour vous. Encerclez les 2 croyances les plus paralysantes. Décidez maintenant une fois pour toutes que vous ne voulez plus payer le prix que ces croyances imposent à votre vie. Rappelez-vous que si vous vous mettez à douter de ces croyances et à remettre en question leur validité, vous pouvez secouer leur pied de référence afin qu'elles n'aient plus aucune influence sur vous. Renversez les certitudes qui soutiennent vos croyances paralysantes en vous posant quelques-unes des questions suivantes. 1. En quoi cette croyance est-elle ridicule ou absurde? 2. La personne de qui j'ai appris cette croyance est-elle un modèle valable dans ce domaine? 3. Quel coût affectif finirais-je par payer si je n'abandonne pas cette croyance? 4. Quel prix finirais-je par payer dans mes relations si je n'abandonne pas cette croyance? 5. Quel prix finirais-je par payer en matière de santé si je n'abandonne pas cette croyance? 6. Quel prix finirais-je par payer financièrement si je n'abandonne pas cette croyance? 7. Quel prix paieront ma famille et les êtres qui me sont chers si je n'abandonne pas cette croyance? Si vous avez pris le temps de répondre à ces questions, vous constaterez peut-être que vos croyances sont grandement affaiblies sous l'effet de cet examen minutieux. Maintenant, prenez pleinement conscience du prix de ces croyances et du coût réel qu'elles entraîneront dans le futur si vous ne changez pas. Associez à ces croyances une douleur si intense que vous voudrez vous en débarrasser pour toujours et puis décidez de le faire maintenant. Enfin, on ne peut se débarrasser d'un modèle sans le remplacer par un autre. Ainsi, écrivez maintenant des substituts aux 2 croyances limitatives que vous venez d'éliminer. Quelle est leur antithèse? Par exemple, si l'une d'elles était la suivante. Je ne peux pas réussir parce que je suis une femme. Votre nouvelle croyance peut être, parce que je suis une femme, je possède des ressources dont aucun homme ne pourrait même jamais rêver. Quelles références peuvent soutenir cette idée afin que vous puissiez commencer à en être certain? Au fur et à mesure que vous renforcez cette croyance, elle gouvernera votre comportement d'une manière tout à fait nouvelle et plus stimulante. Si vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez dans votre vie, je vous propose de vous demander: que devrais-je croire pour réussir? Ou qui réussit déjà dans ce domaine et quelle différence y a-t-il entre les croyances de ces personnes et les miennes sur ce qui est possible? Ou que doit-on croire pour réussir? Vous pourriez très bien découvrir la croyance clé qui vous échappait. Si vous souffrez ou affrontez des difficultés, ou si vous êtes frustré ou furieux, il se peut que vous vous demandiez ce à quoi vous devriez croire pour éprouver ces sentiments. Le miracle de ce processus simple, c'est qu'il mettra au jour des croyances que vous ne soupçonniez même pas en vous. Par exemple, si vous êtes déprimé, demandez-vous: à quoi devrais-je croire pour me sentir déprimé? Et vous découvrirez sans doute une croyance qui a un lien avec le futur, comme les choses ne s'amélioreront jamais ou c'est sans espoir. En formulant ces croyances à haute voix, vous penserez peut-être: je ne crois pas cela. Je me sens mal maintenant, mais je sais que cela ne durera pas toujours. Cela aussi passera.
Ou encore, peut-être que vous déciderez que croire ces problèmes insolubles est tout à fait destructeur et déciderez de vous en débarrasser à tout jamais de cette croyance. Pendant que vous examinez ces croyances limitatives, remarquez le changement qui survient dans vos sentiments. Comprenez, croyez que si vous modifiez la signification d'un événement dans votre esprit, vos sentiments se transformeront. Ce qui vous poussera à modifier vos actions est, par le fait même, votre avenir. Tout changement dans la façon dont vous interprétez une situation jouera sur vos décisions. Rappelez-vous que rien dans la vie n'a de signification autre que celle qu'on lui prête. Donc, assurez-vous de choisir consciemment les significations qui concordent le plus avec l'avenir que vous vous êtes fixé. Les croyances ont l'étrange pouvoir de créer ou de détruire. À mon avis, vous avez choisi ce livre parce que vous avez décidé, au plus profond de vous-même, de ne rien accepter de moins que le meilleur de ce dont vous êtes capable. Voulez-vous vraiment exploiter le pouvoir de créer cette image que vous voulez plutôt que de détruire vos rêves? Alors, apprenez à choisir les croyances qui vous dynamisent. Créez des convictions qui vous mènent dans le sens du destin qui fait appel à votre potentiel le plus élevé. Votre famille, votre travail, votre collectivité et votre pays ne méritent pas moins. La direction est le pouvoir des croyances. Les chefs sont des gens dont la vie est gouvernée par des croyances dynamisantes et qui enseignent aux autres comment exploiter leur pleine capacité en modifiant les croyances qui les limitent. J'ai été profondément impressionné par l'un d'eux, un professeur du nom de Marva Collins. Vous avez peut-être vu l'émission 60 minutes ou le film qui a été tourné sur elle. Il y a 30 ans, Marva utilisa son pouvoir personnel et décida d'influencer son avenir en contribuant au bien-être des enfants. Quand elle obtint son premier emploi d'enseignante dans un quartier considéré par beaucoup comme un ghetto de Chicago, ses élèves de deuxième année avaient déjà décidé qu'ils ne voulaient rien apprendre. Or, voici un point que je soulignerai encore et encore dans ce livre. Quand deux personnes se rencontrent, celle qui a pris une vraie décision, qui est la plus fermement résolue, finira par influencer l'autre pourvu qu'elle établisse une relation. La mission de Marva était d'influencer la vie de ses enfants. Elle ne croyait pas simplement qu'elle pouvait les influencer, elle était profondément et passionnément convaincue qu'elle les influencerait. Elle avait décidé de tout essayer. Confrontée à des enfants souffrant de dyslexie et de divers autres problèmes de comportement ou d'apprentissage, elle résolut que le problème n'était pas les enfants eux-mêmes, mais bien la façon de leur enseigner. On ne leur présentait jamais de véritables défis. On ne les avait jamais incités à se dépasser et à découvrir ce qu'ils étaient ou ce dont ils étaient capables et, par conséquent, ils ne savaient pas ce que c'était. En effet, les êtres humains réagissent aux défis et ces enfants, à son avis, avaient davantage besoin de défis que de n'importe quoi d'autre. Elle jeta donc tous leurs vieux manuels à la poubelle et se mit à leur enseigner Shakespeare, Sophocle et Tolstoï. Les autres professeurs disaient « Ce n'est pas possible, ces enfants n'y comprendront rien ». Et comme vous pouvez vous en douter, bon nombre d'entre eux s'attaquèrent à Marva en disant qu'elle allait détruire la vie de ses élèves. Mais ceux-ci non seulement comprenaient ce qu'elle enseignait, mais le travail leur réussissait. Pourquoi? Parce que Marva croyait ardemment au caractère particulier de l'esprit de chaque enfant et en sa capacité d'apprendre n'importe quoi. Elle leur parlait avec tant d'efficacité et d'amour qu'elle les stimula à croire en eux. Pour certains d'entre eux, c'était la première fois de leur courte vie. Les résultats qu'elle obtint régulièrement au cours de ces décennies sont extraordinaires. La première fois que j'ai rencontré Marva, c'était à la Westside Preparatory School, l'école privée qu'elle a fondée en marge du système scolaire de la ville de Chicago. Après notre rencontre, je décidai d'interviewer quelques-uns de ses élèves. Le premier que je rencontrai était un petit bonhomme de 4 ans qui arborait un sourire radieux. Je lui serrai la main. « Salut, je m'appelle Tony Robbins », lui dis-je. « Bonjour, monsieur Robbins, je m'appelle Talmadge E. Griffin et j'ai 4 ans. Que désirez-vous savoir ?» répondit-il. « Dis-moi, Talmadge, qu'as-tu étudié ces jours-ci » ai-je répliqué. « Bien des choses, monsieur Robbins, dit-il. »« Oui, mais quel livre as-tu lu dernièrement » ai-je insisté. « Je viens de terminer Des souris et des hommes, de John Steinbeck. » J'ai été très impressionné, je vous assure. Je lui demandai de quoi traitait ce livre en imaginant sa réponse. Cela parle de deux gars du nom de George et Lenny. Il répondit « Eh bien, le principal protagoniste est… » À cet instant précis, j'ai cru. Puis je lui demandai ce que ce livre lui avait appris. Il répondit « Monsieur Robbins, j'ai fait plus qu'apprendre de ce livre. Ce livre a imprégné mon âme. » J'éclatai de rire et lui demandai ce que voulait dire « imprégner ». « Se diffuser partout », répondit-il, en poursuivant avec une définition plus complète que celle que je pourrais vous donner. Alors, je lui demandai « Qu'est-ce qui t'a tant touché dans ce livre, Talmadge ?»« Monsieur Robbins, répondit-il, j'ai remarqué dans le récit que les enfants ne jugent jamais personne en fonction de la couleur de leur peau.
Seuls les adultes le font. Ce que cela m'a appris, c'est que même quand je serai grand, je n'oublierai jamais les leçons d'un enfant. Mes yeux commencèrent à se mouiller parce que je comprenais que Marva Collins inculquait à ce garçon et à tant d'autres des croyances puissantes qui continueront d'influencer ses décisions toute sa vie. Marva améliorait la qualité de vie de ses élèves en se servant de 3 principes directeurs dont j'ai parlé au début de ce livre. Elle les incitait à élever leur idéal, elle les aidait à adopter des croyances nouvelles et stimulantes qui les obligeaient à dépasser leurs vieilles limites et, enfin, elle renforçait tout cela avec les aptitudes et les stratégies nécessaires pour réussir toute sa vie. De ce fait, ses élèves étaient non seulement de plus en plus confiants, mais compétents. Leurs résultats scolaires étaient frappants et les effets cumulatifs de cet enseignement sur leur vie de tous les jours étaient profonds. Enfin, je demandai à Talmadge, « Quelle est la chose la plus importante que Madame Collins t'ait apprise ?» Il me dit, « La chose la plus importante que m'ait apprise Madame Collins, c'est que la société peut prédire mon destin, mais je suis le seul à pouvoir l'influencer. » Peut-être avons-nous tous besoin de retenir ces leçons d'un enfant. Avec les croyances que le jeune Talmadge a exprimées si magnifiquement, je vous assure que ses camarades et lui auront une magnifique occasion de mener leur vie en créant l'avenir qu'ils désirent plutôt que celui qu'appréhendent la plupart des gens. Passons maintenant en revue ce que nous avons appris jusqu'ici. Nous savons qu'il existe un pouvoir en nous qui doit être éveillé. Ce pouvoir commence par la faculté de prendre les décisions conscientes qui influenceront notre avenir. Toutefois, il existe une croyance de base que nous devons explorer et résoudre. Et nous découvrirons ce qu'elle est en répondant à la question, chapitre 5, peut-on changer instantanément ?